La caféine. Qui, par main levée, consomme de la caféine régulièrement? Ça fait beaucoup là. Ok. Très bien, je vous laisse baisser les mains. Avant toute chose, je vais vous montrer deux images qui, d'un premier abord, n'ont aucun lien avec la caféine. Ça, c'est des toiles d'araignée. Gauche, c'est une araignée qui a fait une toile dans un contexte normal. Et à droite, eh bien, c'est une toile d'araignée faite par la même araignée à qui on a administré de la caféine. C'est rigolo, hein. Déjà de se dire que des scientifiques ont pensé à ça. Alors, bon, c'est plus une anecdote pour se rendre compte de la chose, mais il faut savoir que normalement, la caféine, elle est conçue par la plante en tant que pesticide pour flinguer tous les petits insectes qui la bouffent et ainsi perdurer dans le temps. Bon, voilà, on est des gros insectes, heureusement, vous verrez que les impacts sur la santé ne sont pas similaires à ceux de l'araignée. Perso, je ne fais pas l'étoile comme ça quand je bois de la caféine en tout cas. Alors, comment est-ce que va s'articuler la conférence? Elle va durer à peu près 1 heure. On va avoir des généralités sur la caféine et on abordera 3 thématiques précises qui sont la santé, le sommeil et les performances physiques et ou cognitives, mentales. Et à la fin, bien sûr, on aura un petit échange s'il y a des questions. Alors, vous avez levé la main tout à l'heure, et c'est marrant parce que les grands échantillons, les grandes statistiques se retrouvent aussi parfois dans des petits groupes. Il faut savoir qu'on a 80% de la population mondiale qui consomme du café. C'était à peu près le nombre de mains levées dans la salle, 80%. C'est la molécule psychotrope, ce qui veut dire qui agit sur le cerveau, la plus consommée au monde. Et bonne nouvelle, lorsque quelque chose est consommé par une grande partie de la population et que ça rapporte du fric, et qu'il y a un business autour, et ben, il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Donc vous allez voir, il y a plein de choses à dire intéressantes dessus. Avant de commencer toute chose, j'ai mis une petite liste qui est non exhaustive et qui est décroissante des produits qu'on consomme à l'accoutumée et qui contiennent de la caféine. Certains vont vous surprendre. Alors on commence par le plus riche des cafés, l'expresso en grains moulus. Bien sûr j'entends parce que l'expresso fait aussi des capsules. En grains moulus, c'est là où on a la plus grande teneur en caféine. À noter que, alors je suis désolé, c'est peut-être pas forcément très net, j'ai fait de mon mieux avec le vidéo proche. Ça, les données indiquées, c'est pour 100 ml. Les cafés courts sont autour de cette quantité-là de produits, mais bien souvent c'est plutôt 250 ml de café sur du standard. Donc faites 2,5 fois la dose indiquée au tableau à chaque fois, à peu près. Le café en capsule moyen, c'est 150 mg. Le café dosette, c'est la moitié, 75. Le chocolat noir, pour 100 g, c'est 66 mg de caféine. Bon, je vous rassure, on mange rarement 100 g de chocolat noir, sauf ma mère, qui n'est pas présente ce soir, qui raffole de ça. Généralement, une tablette, c'est 100 g, et on a 10 g par carré de chocolat, à peu près. Ceux qui ont mes suivis alimentaires savent que je mets toujours 30 g, pas plus, pour d'autres raisons. Mais, eh bien, on a quand même du chocolat, de la caféine, présent en quantité non négligeable, et on va le garder en tête par la suite quand on étudiera l'impact sur le sommeil. Parce que c'est pas le genre de truc où on se dirait qu'il faut l'éviter de le prendre le soir, du coup. Café filtre, 55 mg à 85, café moulu standard, 38 à 65, Red Bull et les autres boissons énergisantes, 32 mg. Pareil, un Red Bull, une canette standard, ça fait 250 ml, donc on fait ces doses fois 2,5. On est proche de 90 mg de caféine dans une canette de Red Bull. Thé vert, thé en général. Je vous laisse cogiter un petit peu sur le sujet. Tiens, c'est marrant, il y a du café dans le thé. 16,9 mg pour 100 ml. Les sodas, dont le Coca-Cola, 12,9 mg pour 100 ml. À retenir, lorsqu'on mettra en parallèle les quantités de Coca-Cola que les enfants peuvent s'ingurgiter en une journée donnée, et ce à un bas âge. Et le café décaféiné, eh ben en fait, il a aussi un peu de caféine. Bon, 7 mg, c'est relativement faible, même pour une tasse standard, une vingtaine de milligrammes de caféine, ça reste faible. Mais il y en a. Quelqu'un qui voudrait se sevrer de la caféine en prenant du déca et en le consommant dans d'énormes quantités, il faut qu'il ait ça en tête. Alors, la molécule que je vous montre à gauche, c'est une molécule de caféine. Et on va jouer au jeu des 7 erreurs. Ça, c'est une molécule de théine. Où sont les différences? Il n'y en a pas. Caféine, théine, c'est la même molécule, simplement identifiée dans 2 produits différents par 2 chercheurs différents. Donc initialement, on avait 2 noms différents. Mais il faut savoir que c'est stricto sensus la même molécule. C'est absolument la même molécule avec les mêmes effets. Lorsque l'on boit du thé, on a de la caféine dans le thé, quel qu'il soit. Alors, à considérer malgré tout, il y a beaucoup moins de caféine dans le thé que dans le café. Rappelez-vous du tableau juste au-dessus, je remonte un petit peu. Tac, thé vert, on est autour de 17 mg pour 100 ml, là où les cafés les plus costauds, c'est un facteur 10, 10 fois plus. Parlons des effets
généraux, globaux sur la santé, avant de voir du détail. Alors petit disclaimer, tout ce que je donne comme information, ce sera sourcé en fin de conférence et dans les slides, vous le verrez, basé sur de la recherche scientifique. Je vais vous donner des notions un peu pointues au début, et rapidement je vais vulgariser et à la fin finir par des recommandations générales. Mais dans mes conférences, j'apporte toujours un petit peu de technicité pour ceux que ça intéresse. Mais rappelez-vous, si ça vous perd, je vous rattrape à la fin. Alors, effet général sur la santé. Eh bien là, on a des données plutôt polarisées, c'est-à-dire aux deux extrêmes. Selon la nature du café, si le grain il est plus ou moins torréfié lors du process de fabrication. Selon les processus chimiques par lesquels ils sont passés, notamment les procès chimiques qui permettent de limiter la moisissure sur le grain, eh bien on peut avoir des résultats vraiment différents sur l'effet sur la santé. On reviendra notamment sur la torréfaction du café, qui vient produire une molécule qui s'appelle l'acrylamide, qui peut être un peu problématique dans certaines quantités. Et ça, c'est proportionnel à la torréfaction du café. Plus je vais venir le torréfier, plus je vais venir le griller pour avoir cette amertume, ce goût, et plus je vais concevoir cette molécule qu'on étudiera un petit peu après. Et en plus de ça, on perd un peu de polyphénol, d'antioxydants. De manière générale, on observe des bénéfices sur la vigilance, l'énergie disponible, sur des doses modérées. Ce que la science entend par modéré, et ce que les instituts de santé entendent par modéré, c'est 50 à 300 mg. Combien ça fait un expresso? Donc c'est sur des cafés bien serrés 2 tasses, et sur les plus soft 3 tasses. Au-delà de ça, on commence à avoir de manière accentuée et accrue des phénomènes d'anxiété, d'insomnie, une augmentation de la fréquence cardiaque et l'agitation globale se manifester. Pour une prise en une seule journée? C'est par jour. C'est par jour, ouais. Exactement. Cancer. Boum, pas de transition. Alors, il y a de la recherche sur le cancer. Et ici, moi, dans mes conférences, je fais vraiment en sorte d'apporter toute la nuance que nous apporte la science. Lorsqu'on voit un youtubeur, un influenceur ou quelqu'un qui veut vendre un produit, il prend les études qui l'intéressent et il ignore le reste. Donc, sur mes premières slides, vous allez voir qu'il y aura à chaque fois des tons de gris. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Les plus, eh bien, il semblerait, selon certains instituts américains, Harvard Institute Medical et Research of Cancer of American, with my very good accent English, eh bien que grâce à l'accélération de la digestion que procure la caféine, on ait certaines molécules cancérigènes qui soient moins au contact de l'intestin grêle et qui soient moins problématiques. Alors un des mécanismes de l'action, c'est que la caféine augmente la production de bile dans l'estomac et par ce biais augmente la vitesse de digestion un petit peu. Donc c'est pas une bêtise de le prendre à la fin d'un repas pour la digestion. Je dis bien pour la digestion, on parlera de d'autres aspects juste après. Ok. Alors, donc ils nous disent que c'est pas problématique et même intéressant par ce fait-là, et que la caféine diminue le risque de cancer du foie. Alors pourquoi le foie? Parce que c'est le premier organe qui traite la caféine. Le foie métabolise la caféine à différentes vitesses qu'on verra après, et une fois que c'est métabolisé, ça passe dans les reins pour être excrété principalement par l'urine. Mais on va parler d'une molécule qui s'appelle l'acrylamide dont j'ai parlé il y a 2 minutes. L'acrylamide, c'est quelque chose qu'on a dans le café et qui se forme avec la torréfaction. Plus le café est torréfié, plus on a d'acrylamide. C'est un truc qui a été étudié beaucoup chez l'animal et qui détruit son ADN et qui est hautement cancérigène pour l'animal. La question se pose donc, comment se fait-il que dans les études sur les humains, on ne constate pas ces risques-là mis en évidence? À ça, je vous apporte plusieurs choses à considérer. La première, qui est donc de l'ordre de la méfiance, c'est que bien souvent, lorsqu'on a une étude qui est faite sur des produits qui rapportent beaucoup d'argent, on a beaucoup de biais et d'intérêts qui sont faits par les personnes, les instituts qui financent la recherche. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire que ces études sont caduques, mais il faut l'avoir en tête. Quand une étude est bien faite, on a à chaque fois les biais d'intérêt qui sont censés être énoncés en début d'étude, mais bon, libre à chacun de cacher ce qu'il veut. Il faut l'avoir en tête, c'est une possibilité, mais ils peuvent être très bien droits dans leur botte, ces gens-là. Deuxième chose, il y a une histoire de quantité. Ce qui fait le poison de n'importe quoi, c'est la quantité et ou la régularité. Vous prenez n'importe quelle molécule toxique, si vous en ingérez une dose 100 fois inférieure à la dose létale, tout se passe bien. Par contre, si cette dose 100 fois inférieure à la dose létale, vous la consommez quotidiennement, sur le long terme, ça peut quand même poser problème. Là où je veux en venir, c'est que dans le contexte où on a une population mondiale qui consomme du café à hauteur de 80%, et ce, de 15 ans jusqu'à sa mort, environ, la question se pose, parce que là, on a des très longues périodes de prise de café. C'est chez les gens qui en consomment quotidiennement. Je mets un peu de l'eau dans mon vin. L'acrylamide, on la retrouve aussi sur d'autres trucs qu'on fait griller, notamment nos viandes de barbecue. Et on a à peu près un facteur de 800 entre le nombre de molécules de ce type, acrylamide, entre ce qu'on a dans le café et ce qu'on a dans le barbecue. Bon, on ne mange pas 3 barbecues par jour, il faut le considérer malgré tout. On met en parallèle, peut-être que ça nous permet d'apporter un petit peu de modération sur le sujet. Oui, dis-moi. Alors, s'il est juste doré, non, mais dès lors qu'il est vraiment grillé, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça?
Il y a de la recherche sur le sujet. Consommer dans des doses modérées inférieures à 400 mg par jour, il semblerait qu'il n'y a pas de souci même sur le long terme. Et la cause en est que l'acrylamide est quand même très peu présente. Elle est présente mais en très faible quantité, malgré tout, ramenée au volume qu'on boit. Malgré tout, il faut attendre de voir ce que nous dit la recherche à l'avenir, peut-être qu'on aura des surprises. Bien sûr, mais même si tu prends des grandes marques, pour obtenir la torréfaction est obligatoire. Oui, Lisa. Mais du coup, est-ce qu'on estime que cette molécule que tu as dit avant, on la retrouve dans tous les aliments si on les fait trop griller? Oui, absolument, ouais. Oui, on pourra en parler, mais c'est pas le sujet de la conférence et j'ai qu'une heure. Et vous connaissez mon incapacité, pour ceux qui me connaissent, à condenser mes sujets. Deuxième cas de recherche qui a été beaucoup étudié, c'est le diabète de type 2. Et alors là, c'est passionnant, aussi passionnant que complexe. J'ai la chance d'être en communication avec des génies de la physiologie et de la recherche. Et au moins, quand je comprends pas une étude, je leur demande, et parfois ils m'expliquent et je comprends toujours pas. Et ben là, il y a des trucs pour lesquels ça fait partie. Je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que j'ai compris. Diabète de type 2. Qui par main levée, et n'hésitez pas à me le dire, ne comprend pas ou ne sait pas ce que c'est le diabète de type 2, que je sache. Très bien. On a deux grandes familles de diabète. Le diabète de type 1 qui est génétique, en immense majorité. C'est l'incapacité à notre pancréas à sécréter de l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. L'autre grande famille de diabète de type 2, c'est un diabète qui est environnemental. C'est lorsqu'on fatigue trop le pancréas par une alimentation trop riche en glucides inadaptée et par de la sédentarité. Dans ce contexte-là, le pancréas, au bout d'un certain temps, n'est plus capable de produire assez d'insuline pour gérer les taux monstrueux de sucre qu'on ingère avec l'alimentation transformée. Et donc, il finit par dire « rideau, il n'y a plus rien qui se passe, je deviens insulino-dépendant » avec les petits boîtiers qui m'injectent de l'insuline en contrôlant ma glycémie. Alors, il semblerait, selon la recherche, ça fait toujours stylé de dire ça, que la population qui consomme du café avec caféine, donc pas un déca, avec caféine, ait une meilleure régulation de la glycémie et qu'on ait un impact amélioratif sur l'apparition du diabète de type 2. Il y a une étude qui a été portée sur le sujet sur un très grand nombre de populations. Ils sont aperçus que c'est corrélé positivement. Alors, deux explications principales à cela. La première, c'est que le Français ou l'individu moyen, même dans le monde en général, a un petit-déj principalement sucré, avec des faibles quantités de lipides et de fibres, ce qui ne ralentit pas la vidange gastrique et donc ce qui exacerbe l'indice glycémique des aliments qu'on absorbe le matin. Autrement dit, au petit-déj, ils apportent beaucoup trop de sucre à indice glycémique élevé. Et bien en fait, ces gens-là, première raison très bête, mais s'ils prennent beaucoup de café, ils vont prendre moins de sucre, de trucs sucrés à côté, moins de soda ou que sais-je, moins de jus de fruits, voilà. Bon, première raison, il y a juste moins de sucre à porter. La deuxième, qui est beaucoup plus complexe, lorsque le pancréas sécrète de l'insuline, il sécrète également une autre molécule qui s'appelle l'amyline, c'est une hormone, 100 fois moins que l'insuline, il faut le savoir, c'est en toute petite quantité. Mais il faut savoir également que cette amyline, elle est a priori régulièrement mal codée et que la protéine se replie mal sur elle-même. Et quand elle se replie mal, elle fait mal son job et elle exacerbe les cas de diabète de type 2. Bon, là c'est un peu technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine semble améliorer le taux de repliage de cette hormone et donc ça limite les erreurs. Assez intéressant. Bon, c'est évidemment plus complexe que ça, mais je m'arrête là à ce que j'ai à peu près compris. Mais là où j'ai placardé une des études sur le sujet qui était lisible, je m'en excuse. Ce que je voulais vous dire également, c'est que là c'est marqué directement sur l'étude, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour se faire un avis plus poussé sur le sujet. C'est rarement tranché, il est extrêmement rarissime qu'on ait une étude qui nous apporte une donnée tranchée, concrète et qui dise on a tout compris. Là où quand on regarde sur YouTube ou Instagram, les gars sont meilleurs que les chercheurs parce qu'ils t'expliquent comment ça marche, ils en sont certains quoi. Non, on apporte de la nuance. À l'avenir, il est probable qu'on ait des mises à jour à faire sur le sujet, comme à chaque fois, de toute façon. Donc, on peut se dire que, pour le diabète, il semble que ce soit intéressant, pour conclure cette slide. J'avance un petit peu vite pour rester dans les temps, mais si jamais il y a besoin de m'arrêter sur un truc, n'hésitez pas. C'est interactif en cours aussi, il n'y a pas de problème. Troisième slide, troisième point de recherche, la procréation. Et ça, c'est hyper important, parce que ça concerne évidemment toute la population mondiale. Il y a de la recherche sur le sujet. Alors surtout sur la femme une fois qu'elle est enceinte. En 2017, il y a une étude qui est parue et qui a mis en évidence le potentiel danger d'une consommation importante de café sur la gestation de l'embryon. Il semblerait que ça exacerbe le risque que l'embryon naisse en étant rachitique et le nombre de naissances prématurées. Bon, alarme. Mais un an après, les équipes de Leavilton, une équipe de chercheurs assez réputée, ont relu les protocoles expérimentaux et ont dit il y a beaucoup de conneries. Donc si vous avez déjà entendu passer cette info, ayez ça en tête. Les équipes de Leavilton ont pu démontrer un certain nombre de biais dans les protocoles, laissant planer un doute sur l'exploitation des résultats, mais sans pour autant complètement les décrédibiliser. Donc là, c'est le flou artistique. On nous montre qu'un truc est dramatique pour la naissance, mais ensuite, une contre-étude nous démontre que certains biais, mais pas tous, sont présents dans l'étude.
Et ben en fait, on va partir du principe de précaution qu'il y a un risque potentiel. Et c'est pour ça que vous le verrez après quand on verra les recommandations. On cherche à apporter moins de caféine pour une femme enceinte qu'un individu normal. Donc, chose à retenir, vous pouvez entendre tout et son contraire sur le sujet, c'est normal puisqu'il y a tout et son contraire. Par principe de précaution, on va chercher à limiter l'apport de caféine lorsqu'on est enceinte. Est-ce que ça va? Parfois je m'emballe, je vais très vite. Santé osseuse, il y a beaucoup de recherches sur le sujet parce que l'ostéoporose, soit la déminéralisation osseuse, touche beaucoup de monde à un âge avancé et surtout les femmes, post-ménopause. Et de surcroît les sédentaires, on va en parler. Alors là à gauche, je vous ai mis un os sain. La structure en nid d'abeille, c'est ce qu'on a dans chacun de nos os. C'est comme ça que ça se présente. Et à droite, un os qui a subi de l'ostéoporose, donc de la déminéralisation osseuse. On voit que les nids d'abeilles sont moins denses. Ça se produit naturellement en vieillissant, c'est inéluctable. Par contre, plus on est sportif et qu'on apporte des contraintes sur les os, donc notamment avec du renfort, et qu'on a une alimentation adaptée, notamment riche en protéines, et moins on arrive dans ces cas d'ostéoporose. D'ailleurs, à tout âge, il est tout à fait capable d'augmenter la densité de l'os en se mettant en activité sportive et en augmentant ses apports protéiques. Il faut le savoir. Bon, ça c'est une chose. Ayant en tête que la santé osseuse, c'est l'immense majorité due à ces deux facteurs que je viens de citer. Mais, malgré ça, il semblerait que la caféine ait un petit impact sur le sujet. Qui peut me citer le minéral dont on a été bassiné durant des dizaines d'années, qui est important pour nos os? Le calcium. Eh bien, on va en parler. On va faire plaisir aux agroalimentaires. Alors, il y a beaucoup d'études sur le sujet qui ont été menées. Deuxième mécanisme d'action du café, il faut savoir que le café engendre la fuite des minéraux. Alors, vous n'allez pas vous mettre à perdre du sang, je vous rassure. Hein. Par contre, lorsque vous absorbez de la caféine, quelle que soit sa source, avec une alimentation riche en minéraux, et notamment du fer, on le verra après, mais là, on s'intéresse au calcium, vous en absorbez beaucoup moins. Or, la quantité de calcium qu'on doit apporter est un facteur prépondérant dans la solidité de nos os également. Pourquoi je ne l'ai pas cité avant dans les recommandations? C'est parce qu'il est rare actuellement en France des gens qui manquent de calcium, tellement qu'on mange de produits laitiers. Mais ceci étant dit, on a observé que par fuite de minéraux, on a moins de calcium qui est absorbé par le corps et que c'est corrélé dans les études épidémiologiques, donc sur des grandes populations, que les gens qui consomment beaucoup de café ont tendance à avoir une déminéralisation osseuse un peu plus prononcée. Conclusion, si vous êtes atteint d'ostéoporose, c'est peut-être pas la meilleure des idées de se taper 6 cafés par jour. Ça marche? Ça va pour ça? Santé cardiovasculaire. Et je pense que ça, c'est le point le plus facile à se représenter lorsqu'on entend parler du café et qu'on a des contre-indications faites par les médecins. C'est le premier point d'alerte. Attention, tu as de l'hypertension. Et bah c'est nuance, c'est tout ça. L'étude placardée, que je ne pourrais donc pas lire en partie parce qu'elle est floue, s'est intéressée à un très grand nombre de populations et a scindé la population en 3 parties distinctes. Les groupes 1 qui n'ont aucune hypertension, les groupes 2 qui ont un petit peu d'hypertension, groupe 3, hypertension modérée, groupe 4, hypertension sévère. Ils ont observé leur consommation de café et ils ont regardé comment les gens mouraient. Du coup, ils ont tiré certaines conclusions de ça. En cas d'hypertension sévère, et ceux qui ont de l'hypertension sévère le savent forcément, ils ont vu ça avec leur médecin, ce qui est recommandé au maximum, c'est une tasse de café par jour. Au maximum. Une tasse de café moyenne qui a donc 107 mg de caféine. Si vous prenez un expresso, vous en prenez 2, c'est une tasse. J'ai pris un Jéroboam, c'est bon, c'est un contenant, c'est bon? Non. 250 ml, soit 107 mg de caféine. Dans les cas de faible hypertension, on n'a pas observé de différence sur l'aggravation du phénomène avec un individu qui n'a pas d'hypertension. Ça, c'est assez curieux, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Mais on l'a observé. Dit autrement, si moi j'ai pas d'hypertension, que mon collègue en a un peu, on boit tous les deux du café dans les proportions modérées qu'on a vues avant, on va observer chez aucun de nous deux une augmentation de l'hypertension. Alors que quelqu'un qui est très hypertendu, oui, et là ça devient grave. Pour les petits hypertendus et ceux qui n'ont pas d'hypertension, je viens un peu de répondre à la question, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, j'insiste, ça met du contexte. Je vous parle dans une consommation modérée. Il y a beaucoup de gens qui dépassent ces 400 mg par jour. Et là, c'est différent. Là, oui, on voit apparaître ces méfaits. Donc, on a vite tendance un peu à diaboliser même les petites quantités de café quant à la capacité de cette molécule à augmenter l'hypertension. Mais bonne nouvelle, si on en consomme modérément, 2 tasses, 3 tasses max par jour, ça semble rester stable et ne pas être un problème pour cet aspect-là. Est-ce qu'il y a des hypertendus dans la salle ou pas? Si on consomme 10 cafés. Là, tu auras des soucis, oui. 10 cafés, tu vas être à peu près à 1 g de caféine. 1000 mg minimum. Là, tu auras des soucis très certainement, oui. Est-ce qu'il y a des hypertendus parmi vous ou pas? Des gens qui ont de l'hypertension? Non? Ok, des sportifs, ça, c'est très bien. Jérémy? Qui a l'habitude de boire beaucoup de café peut développer de l'hypertension? Est-ce que j'ai vu ça? Alors, d'après ce que je comprends, si tu restes dans les normes moyennes, non. Même si c'est sur des durées prolongées. Mais le souci, c'est que j'ai pas en tête d'études qui s'est intéressée à cette chose-là sur des très grandes durées.
Donc je peux pas te répondre avec certitude. Y a-t-il des questions ou des remarques? La rigolote l'image. Hein. Stress, anxiété et dépression. Comme ce sont des facteurs importants dans l'absentéisme au travail et donc qui intéressent nos instituts qui financent lorsque nous sommes en arrêt, eh bien c'est étudié. C'est bien ça. Alors plusieurs études ont montré qu'on a une augmentation de l'anxiété et ou du stress avec des apports égaux ou supérieurs à 600 mg de caféine, soit 5 tasses moyennes, mais ce de manière conséquente. Il a également été fait mention plusieurs fois des risques accrus de développer des états dépressifs avec ces taux-là de consommation de caféine. Et là, on se dit, c'est un peu bizarre, quel serait le lien? Et spoiler alerte, la caféine, surtout dans ces proportions-là, dégomme notre qualité de sommeil, ce qui est un facteur prépondérant, alors sur la santé en général, mais également pour l'état dépressif. Si vous êtes stressé, anxieux ou en état de dépression, et que vous buvez beaucoup de café, il y a fort à parier que sur le moyen terme, vous ayez une grosse amélioration de votre situation en réduisant ou en arrêtant la caféine. Ça peut être un facteur aggravant de la chose. Chose importante parce que, la dépression, on ne la connaît pas tous dans sa vie, même si c'est plutôt commun, mais le stress et l'anxiété, périodiquement ça arrive. Il se peut par moment qu'on ait des phases un peu plus chroniques de la chose. Une slide pour les végétariens, véganes ou les femmes. Le fer. J'exagère. Hein. Là, j'ai cité les populations qui sont les plus sujettes à l'anémie, au manque de fer. Alors, caféine et fer. Ceux qui ont mes services en nutrition savent que je ne mets jamais de thé et de surcroît de café collé à un repas. On va voir pourquoi. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'on a deux grandes familles de fer. Le fer héminique, présent dans les produits animaux, et le fer non héminique, écrit Fe3+, présent dans les végétaux. Ces deux molécules n'ont pas du tout le même métabolisme d'absorption et ça va avoir un impact conséquent avec l'interaction de la caféine qu'on va voir juste après. Les végétariens consomment donc uniquement des sources de fer qui viennent par exemple des légumineuses, lentilles ou de certains légumes, comme par exemple l'épinard. Eh bien, regardez ça. Consommer du thé noir, alors je dis thé noir parce que c'est l'étude qui a étudié ça, mais avec n'importe quelle autre source de caféine et de surcroît, si elle est conséquente, ça augmente l'effet, avec des végétaux peut réduire l'absorption du fer non héminique d'environ 60 à 70%. C'est énorme. Si on met en parallèle le nombre de personnes qui rentrent dans les cases que j'ai citées avant et qui manquent de fer, et la quantité, le nombre de populations, ah oui, il faut pas que elle n'est pas là, et la quantité de population, la proportion de population qui consomme du café, on ne peut pas se penser de dire qu'il faut faire quelque chose là. Alors, pour savoir, un homme moyen, il a besoin de 9 mg de fer par jour, et une femme en moyenne, c'est 16. Parce que les femmes, chaque mois, avant ménopause, elles perdent du sang. Évidemment, chose qui nous arrive, nous, hommes, assez rarement, et bonne nouvelle. Parce que quand ça arrive, c'est qu'on s'est coupé le bras, quoi. Si jamais on consomme ce thé ou ce café en dehors des repas, on a quand même une baisse de 20% de l'absorption du fer non héminique. Donc pour mes amis végétariens ici, à considérer, les copains. Ok ? Bonne nouvelle, pour ceux... Alors, je vais me faire taper, mais pour ceux qui mangent de la viande du coup, eh bien on a un impact sur l'absorption du fer héminique qui est très 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 faible avec la présence de caféine. Quasiment négligeable, c'est l'ordre de quelques pourcents. Le fer non héminique doit subir des transformations complexes au niveau de l'intestin grêle, il doit être chélaté. Et la caféine l'empêche de faire ce truc, quoi. À avoir en tête. Je crois qu'il y a un fantôme. Est-ce qu'il y a des questions? On mange une côte de bœuf, on peut voir les... Fin de la conférence, merci papa, on a tout compris. Café, métabolisme et perte de poids. Est-ce que demain, vous allez vous désinscrire de la salle en buvant 10 litres de café, en vous disant « je vais plus prendre de poids grâce à ça » Peu probable. Mais c'est quelque chose, je pense, qui est à évoquer, puisqu'il en est question, parfois, hein, on se pose la question, notamment sur la capacité à augmenter le métabolisme de base et à devenir une vraie centrale nucléaire, à brûler des calories sans rien faire. Bon, on va modérer les propos. Il y a deux études qui commencent à être un poil vieilles, qui ont 20 ans environ, qui ont été faites sur le sujet. Ils ont administré à des gens 400 mg de caféine, soit la norme max. Eh bien, sur 48 heures, 2 jours, on a observé une hausse de 180 kcal de dépenses supplémentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 180 kcal ou pas? Ok. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous dépensez au repos sans rien faire, autrement dit, de ce qu'est votre métabolisme de base en moyenne? Alors, pour un homme de ton gabarit, on sera autour de 1007, en effet. Pour une femme un peu plus fine, un gabarit plus petit, on sera autour de 1003 en moyenne. Voilà. Bon, ça nous fait 10%. Maintenant, vous qui êtes sportif et qui, je suppose, êtes actif durant la journée, il est possible que même pour les femmes, ici, on ait un équilibre énergétique autour de 2500 calories minimum. Et pour les femmes, on peut ajouter 1000 ou 2000 calories à ça. Juste par la dépense du mouvement, ce qu'on appelle le NEAT,
non-exercice d'activité de thermogénésis, le mouvement qu'on fait et qui n'est pas du sport, consomme beaucoup de calories. Hein. Est-ce que vous voyez la marque de biscuits Björg? Moi j'adore. Un biscuit, c'est 115 kcal. Une pâtisserie, c'est 500 calories. Autant vous dire que 180, c'est vite rattrapé. C'est très vite rattrapé. Bon, par contre, c'est 2 kilos de radis. Bonne nouvelle. Pour les végétariens qui sont juste là, on peut y aller. Non, par contre, une vraie mesure qu'on va apporter à ça, c'est que dans ces proportions-là, eh bien, on a un vrai impact considérable sur le sommeil, et ce, même si on ne se rend pas compte, et je vous l'expliquerai un peu plus tard en détail. Et donc, je vous pose la question, lorsque vous êtes fatigué, êtes-vous plus ou moins actif? On est moins actif. On a moins d'énergie, on bouge moins, on dépense beaucoup moins de calories. Pour ceux qui avaient suivi ma conférence il y a 2 ans ici, plus généraliste, je vous avais parlé d'une étude avec Kevin Hall. Il avait étudié que des gens qui avaient à peu près le même mode de vie, mais qui étaient plus ou moins à tempérament actif, avaient une différence de 600 kcal par jour de dépenses juste par le mouvement. Le fait de taper du pied, d'être un peu speed, etc. Donc il y a fort à parier que pour atteindre ces 180 kcal de brûlés en plus, on ait une balance négative parce qu'on dépense moins dans la vie de tous les jours avec le mouvement, qu'on aura moins vu qu'on est épuisé et fatigué. Donc oui, regardez, la caféine fait perdre du poids, je vous en vends, mais si on regarde un peu plus dans la globalité et les interactions qu'on a avec la vie de tous les jours, on se rend compte que le compte, il est pas bon, Michel. Ça va pas mettre de sucre dans le café non plus. Et oui, exactement, parce que tu peux vite le taper en sucre pour les gros sucreurs, hein. C'est clair. 400 mg, c'est 4 tasses. Si tu vas plusieurs cuillères à café, c'est une très bonne remarque, Guillaume. C'est un taureau que j'ai mis là. Je vous laisse cogiter 2 secondes. On a fait prendre 6 grammes de caféine à un taureau. Non, je suis c'est pas vrai. On va parler des crampes. Je me suis dit que ça allait être intéressant parce qu'on est sportif. Et que dans mes assos, même dans les cours les plus soft, parfois on crampe sur des étirements assez intenses. Ça peut arriver. Alors, sachez qu'il y a un impact considérable et je vais vous apporter la première molécule qu'on va appeler Superman qui nous permet entre autres de résoudre le problème. J'ai pas de lien d'affiliation, dommage. Alors, les crampes. Rappelez-vous, la caféine engendre la fuite des minéraux. Un des facteurs importants des crampes, c'est la quantité de minéraux qu'on a au sein de nos cellules musculaires. Ajoutez à ça la perte de l'eau et une fatigue musculaire accrue et on a le cocktail parfait pour avoir des crampes. Il semblerait qu'il y ait aussi un aspect génétique pour avoir des crampes ou pas. Mais bref, en limitant l'absorption des minéraux qui permettent de limiter les crampes, eh ben on exacerbe le risque de crampes. On va voir qui parmi d'entre vous est sujet aux crampes et boit du café. Denis, Eric, papa, 1, 2, 3, 4, 5... Ok, ça marche. Alors, 2 possibilités. Et si vous cumulez les deux, bah, c'est le meilleur des mondes pour limiter les crampes. On va parler de la taurine. C'est pour ça que j'ai mis un taureau. Et parce que dans les légendes urbaines, d'où vient la taurine? Des burnes du taureau, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Hein. Ouais. Ce cours, je l'ai fait à mes élèves ce matin, justement. Ils me disent « Ah, mais c'est du sperme de taureau !» Non, pas du tout, pas du tout. La taurine, c'est un acide aminé. Il y en a une centaine d'acides aminés dans la nature. Elle est présente dans les huîtres, dans d'autres produits animaux. On l'absorbe naturellement et on la synthétise un peu par le foie. C'est une molécule qui est hyper intéressante. Et à l'heure actuelle, je crois que c'est le plus haut niveau d'incompréhension des marques de compléments, de boissons énergisantes ou autres, puisqu'on a encore des boissons énergisantes qui placardent sans taurine, pour nous montrer que c'est bien. Il n'y a pas une étude qui a démontré que la taurine est problématique, et il y a une foultitude d'études, pour ne pas dire un autre terme, qui a démontré ses bénéfices sur la longévité, la santé, l'amélioration de la santé de la mitochondrie, qui induit 9 des 12 marqueurs du vieillissement cellulaire, sur les crampes, sur la performance physique et même le sommeil. Mais t'as raison, Priftan. Moi perso, je me supplémente en taurine. J'ai un pot de taurine comme ça, là. J'en prends. Parce que je mange pas beaucoup d'huîtres. Alors, pourquoi la taurine permettrait de résoudre le problème ou du moins de l'améliorer? Eh bien c'est simple. C'est un acide aminé qui a entre autres comme fonction de réguler le taux de calcium dans la cellule. S'il en manque dans la cellule, eh ben, il va en capter dans le sang pour le faire rentrer, en gros. Donc c'est un facteur important d'un état de crampe ou non. À condition, d'en prendre suffisamment. 5 à 10 grammes. On observe des effets à partir de 5 grammes. Voilà, 5 à 10 grammes. Ça semble être la dose idéale, la fourchette idéale, pour avoir les bénéfices escomptés. Si vous voulez limiter les crampes durant l'effort, prenez-la 1 à 2 heures avant l'effort. Elle atteindra son pic plasmique dans le sang à ce moment-là, et vous serez au taquet. 1 à 2 heures avant l'effort, je prends mon complément de taurine, et je limite vraiment mon risque de crampes si jamais je sais que je vais faire un effort intense ou un truc qui est sujet aux crampes. Si je couple ça avec la baisse ou l'arrêt de la caféine, bah là, j'ai les combos gagnants. Si jamais je suis en accro à la caféine et que je veux pas, bah ajoutez-la. Et il se peut fortement que vous observiez des grosses améliorations. Y a-t-il des questions? Papa. Le gros pot noir qui m'a fait... Ça, c'est de la créatine, c'est autre chose. Tu la retrouves où, la taurine? Je pourrais vous en parler à la fin, mais alors, il y a plein de marques qui en font, il y a plein de mauvaises marques. De manière générale, pour les compléments, il faut éviter les produits américains, d'après ce que je vois. Ils sont sujets au scandale et les contrôles sont bien moins drastiques et rigoureux qu'en Europe et surtout en France. Les marques qui ont le vent en poupe, c'est les marques françaises, suisses, belgiques, allemandes. Par exemple, moi, je l'ai pris sur Nutri-Éléments, une marque suisse. Propose de la taurine avec un ingrédient, taurine, point. Pas d'additif, pas de stabilisant, rien, juste de la taurine.
Le pot est blindé, je l'avais mis en story il y a 2-3 semaines pour ceux qui me suivent. J'avais aimé parce qu'il est rempli à ras-bord. Il y a enfin un pas de vide, quoi. Ça fait plaisir, ça. Juste pour ça, bravo. Il vaut mieux prendre de la taurine ou un pré-work avec de la taurine que du... Alors, le problème, c'est que le pré-work avec la taurine, t'en auras pas assez pour les effets. T'en auras, pareil, moins d'1 gramme, c'est sûr et certain. Donc, 2 expressos d'un coup. un pré-work out, on va en parler, c'est une bonne remarque. En moyenne, tu as 200 mg de caféine et pour certains, c'est 350. Les doses sont pertinentes pour l'efficacité sportive. On va en parler après. Par contre, ils sont sous-dosés en taurine. Donc, si tu veux un effet super intéressant en cumulant les deux pour la performance et limiter les crampes, rajoute de la taurine en plus que tu as acheté en poudre à côté parce qu'ils sont sous-dosés à mort. Je passe à la suite. Ça, c'est quelque chose, je ne sais plus qui m'a posé la question, dans une de mes assos. Je crois que c'était au Péréon. Je ne l'aurais pas du tout mise, j'aurais pas recherché les infos si on ne l'avait pas posé, mais c'est très intéressant. Est-ce que le café tache les dents? Alors, je suis tombé sur une recherche dont l'intitulé est « Pouvons-nous prévenir les taches de café sur les dents ?» Alors, ils ont fait des trucs assez marrants. Ils ont pris 50 incisives, sur des gens morts, hein, je précise. Sinon, c'est vrai, bref. C'est vrai. 50 incisives, ils les ont trempées pendant 10 minutes. 10 minutes dans jus d'orange, Coca-Cola, Fanta, etc. Plein de soda, plein de boissons sucrées. Puis ensuite 24 heures dans du café. Et ils ont fait ça pendant plusieurs jours et ils ont ensuite observé la différence de teinture avec des protocoles de colorimétrie ultra fiables et précis. Bon, qu'est-ce que j'ai surligné? Je vais bien le dire fort les derniers mots parce que c'est important. Le trempage dans du cola ou du jus d'orange avant l'immersion dans du café a provoqué une grave décoloration des dents. Grave, conséquente. Vous n'allez pas mourir de ça, mais c'est très très notable. Alors, comment l'expliquer? Jus d'orange, cola ou d'autres trucs augmentent par leur acidité la porosité de la dent, temporairement. Et donc, les molécules qui colorent le café se fixent dans la dent de manière plus exacerbée. Donc, le petit combo soda, café, clope, on est nickel. Donc, vous avez compris l'idée, on va essayer, pour ceux qui boivent du café, de ne pas boire de boissons acides et ou sucrées juste avant. Et de soda de surcroît. Bon, ça, c'est assez rapide, on passe dessus. Maintenant, parlons de doses, un peu plus de concret. Vous allez voir qu'on va rentrer dans le concret maintenant. Les recommandations en termes de dose de caféine par type de population. Pour les adultes, 400 mg par jour maximum, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Au-delà, on a trop les effets de fébrilité, d'anxiété, de stress qui apparaissent par rapport aux bénéfices sur la vigilance et les effets de la performance physique. Pour les femmes enceintes, au vu de la recherche actuelle, on part du principe que 200 mg max semble cohérent. 200 mg, c'est soit 2 petites tasses de café, soit une grosse, quoi. Quand je dis grosse, c'est la teneur. Hein. Vous avez compris. Hein. Donc ça va vite. Pour les enfants, et on va passer un petit moment dessus, 40 mg. La remarque que vous pourriez vous dire, c'est oui, mais mes enfants ne boivent pas de café, quoi. Enfin, oui, ça dépend ce qu'on appelle un enfant. Alors déjà, quel âge? Vous allez voir que l'impact sur l'enfant et la caféine est croissante jusqu'à l'âge adulte. Rappelez-vous, ce qui traite la caféine, c'est le foie, en priorité. Lorsque l'on naquit et qu'on est un nourrisson, notre foie n'est pas mature, les enzymes qui sont là pour traiter et gérer le café ne sont peu présentes, et donc les effets sur le café sont monstrueux. Je vais vous donner des chiffres juste après. Et ça s'améliore avec le temps jusqu'à l'âge adulte, mais c'est, d'après ce que j'ai compris, croissant, il n'y a pas de plateau, c'est pour ça que j'ai pas mis d'âge donné. Voilà. Sachant qu'un nourrisson, c'est 0. Hein. Pour un nourrisson, il n'en faut pas du tout. Pour un enfant, 40 mg max, vous verrez pourquoi. Je reviens sur l'allégation disant que les enfants ne boivent pas de café. Rappelez-moi ce qui contient la caféine. Chocolat noir. Bon, généralement, le chocolat noir, c'est pas le truc où ils ont le plus gros attrait. Hein. Par contre, le coca, oui. Et est-ce que c'est rarissime de voir des enfants se taper des litres de coca dans la journée? Ça, c'est par 100 ml. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Vous avez compris la nécessité de faire attention encore plus du coup sur cet aspect-là avec le Coca-Cola. Ou d'autres boissons énergisantes, hein, Red Bull, etc. en font partie. Hein. Du coup, juste pour chipoter, dis-moi. À partir de quel âge l'enfant? Parce qu'il y a une différence de 20 kg entre 4 Oui, et... c'est une bonne remarque, j'en sais rien. Quelqu'un a d'autres questions comme ça? Non, mais en fait, comme je t'expliquais, on observe une maturité qui croît progressivement. Et moi, j'ai pris les recommandations de l'OMS. Alors, quand tu es nourrisson et vraiment dans les premières années, c'est 0,0. Ce que je peux te dire, d'après ce que je comprends, c'est ça, c'est à partir de 6-7 ans déjà. Tu vois? Mais bon, je mets des pincettes sur le sujet. On reviendra sur les enfants juste après. Une femme enceinte qui boit du café, ça passe au fait. Je n'en sais rien. J'ai plein de mails à faire à Dieu pour qu'il me réponde à ma question parce que c'est infernal. Non, alors, je sais pas parce que j'ai pas lu du tout sur le sujet, donc je vais pas vous inventer une réponse, mais étant donné que le foie de la femme, la dame enceinte, pardon, a déjà traité la caféine, je ne sais pas si la molécule active repasse dans le cordon ombilical et donc dans le fœtus, je sais pas. Je sais pas. C'est intéressant, il faudrait que je fasse la recherche. Merci papa. Mécanisme d'action du café. Je vais vous parler dans les grandes trames ce qui nous intéresse en tant que sportifs qui ont besoin d'être performants et de bien dormir.
Parce qu'encore une fois, on n'a qu'une heure et je peux pas du tout être exhaustif sur la caféine aujourd'hui, c'est pas possible. On va sur le principal. Je vous pose une question. Pourquoi sommes-nous si différents quant aux effets de la caféine? Vous êtes d'accord qu'on l'observe, ça? Il y a des gens avec une tasse, ils sont comme ça, et d'autres avec 6 tasses. Proposez-moi des réponses. Des habitudes. Habitude, ouais, Malika? Ouais. Volume sanguin, non? Donc, l'histoire d'habitude, accoutumance, c'est une réponse très importante dans la réponse totale. Volume sanguin, alors, on a entre 5 et 6 litres de sang pour un gabarit moyen. Pour en avoir plus, il faut être un ours. Pour ceux qui connaissent le pratiquant de force athlétique Alf Thorbjörnsson, celui qui joue la montagne dans Game of Thrones et qui a battu le record du monde de soulevé de terre, bon, lui, il faisait 200 kg, 205 à sa compétition. Lui, c'est un ours, 12 litres de sang. Bon, oui, là, on peut se poser d'autres questions. Je pense que ce qu'on voit là, ça ne s'applique pas à lui. Mais pour le commun des mortels, on est autour de 6 litres de sang en moyenne. Donc, non, ça, il n'y a pas beaucoup de variables. La dépense énergétique, c'est intéressant. Ça fait partie de ce que je n'avais pas prévu de mentionner parce que c'est complexe. On peut avoir une augmentation de l'évacuation de la caféine avec des niveaux de sport qu'on n'a jamais, vous et moi, atteints ici. C'est des sports d'endurance qui prennent énormément d'énergie et qui durent beaucoup de temps. Même sur un marathon, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas certain qu'on voit une baisse de l'efficacité de la caféine et une vitesse d'excrétion accrue. On parle de mecs qui font les entraînements des ultra-trails, les trucs vénères, quoi. Vraiment, trucs durs à souhait et très longs. Là, en effet, on a un métabolisme de la caféine qui semble être accru. Donc pour ces gens-là, en effet, la caféine va durer un peu moins longtemps. Ouais, vas-y, Lisa. Physique et psychologique de la personne avant même de boire du café. Alors, psychologique, je n'en sais rien. Physique, oui, c'est une très bonne remarque, puisque vous allez le voir, enfin vous le savez déjà, comme le foie traite la caféine, si tu as une cirrhose du foie ou que tu as un foie qui dysfonctionne, ça c'est ce qu'on peut mesurer avec les prises de sang en regardant ASAT et ALAT, des marqueurs sanguins de l'état de santé du foie. S'il est en mauvaise santé, eh bien on a de fortes chances de penser que la caféine va rester plus longtemps dans le sang et donc agir plus longtemps aussi. Et donc impacter le sommeil plus longtemps. Très bonne remarque, Lisa. Je vous lis parce que c'est tout petit. CYP1A2, ADORA RA2A, PDSS2. C'est 3 gènes. On s'en fout du nom. Hein. On a en nous 3 gènes qui sont responsables de si on est sensible ou pas à la caféine. On a tous en nous, mais qui sont plus ou moins exprimés à la naissance, selon le patrimoine génétique qu'on reçoit des parents. Donc on a déjà une énorme différence génétique sur le sujet. Il y a une différence fondamentale entre Dany et moi, certainement, sur la réception de la caféine et l'efficacité qu'elle aura sur nous, et les impacts qu'elle aurait sur nous. Malgré tout, d'après ce que je comprends, ça joue pas d'un facteur 10, tout ça. Hein. Ça module un tout petit peu la réception de la caféine, parce qu'on le verra, tout le monde subit les impacts néfastes sur le sommeil. Et donc si les personnes qui ont ces gènes en sous-expression dormaient mieux, même avec de la caféine, on pourrait se dire que ouais, il y a une vraie différence notable, quoi. Mais c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on observe. Donc c'est ce qui induit une certaine variabilité. Alors, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est tous différents, qu'est-ce qui se passe dans les grandes lignes? Je prends la caféine, au bout de 20 minutes, ça rentre dans le sang de manière complète, d'accord? Vasoconstriction de mes vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins se rétractent. C'est ce qui peut induire, pour certains cas, de l'hypertension aussi. Hein. Et c'est ce qui induit l'hypertension pour tous dans des doses conséquentes. L'adrénaline est libérée. L'adrénaline, cette hormone de la fuite, du combat, qui nous a permis de survivre durant des millions d'années, et qui nous fait nous sentir comme on se sent lorsqu'on rate un accident de bagnole. On vient d'éviter un truc de fou, on était dans les vapes, on a évité un truc, là on est en alerte, on respire fort, on a les yeux écarquillés, on est ultra attentif à tout, le champ de vision augmente, ça c'est les effets de l'adrénaline. Eh bien la caféine augmente les taux d'adrénaline basaux dans le sang. Pas autant que quand on rate un accident de voiture, bonne nouvelle parce que sinon ça serait invivable, mais de manière conséquente et proportionnelle à la dose. Et c'est notamment un des effets principaux qui fait qu'on est plus en éveil, plus attentif, plus efficace. Et certainement qu'on brûle plus de calories. Un peu. Dernier point, et on va s'y attarder, l'adénosine est bloquée. L'adénosine, c'est une molécule qui régule le sommeil. J'en parle juste après. Est-ce que j'avais d'autres trucs à rajouter? Je sais plus ce que je voulais vous montrer en mettant cette étude. Bon, c'est pas grave. Alors l'adénosine, c'est cette molécule, et ça c'est la caféine. Qu'est-ce que c'est l'adénosine? C'est une molécule qui a plein de rôles dans le corps, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, ou qui sont en études. Adénosine triphosphate, ton ATP, la base de l'ATP c'est l'adénosine, c'est ça. Mais c'est aussi une hormone qui régule le sommeil, ou plutôt l'activité nerveuse pour être précis dans l'organisme. Qu'est-ce qui se passe? Durant la journée, mon corps se fatigue, et mon cerveau il a besoin d'envoyer un message pour que je me rende compte. Il va se mettre à sécréter de l'adénosine en quantité, qui va s'accumuler durant la journée, et le soir, cette accumulation me fait me sentir fatigué. Alors, c'est pas la seule hormone responsable
du sommeil, vous en connaissez une autre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme autre hormone responsable du sommeil que vous connaissez? Mélatonine, exactement. Bon, on connaît son action. Maintenant, si on observe, la molécule d'adénosine et de caféine, elles ont quand même des conformités qui se ressemblent à certains endroits. On a des doubles liaisons en commun. Bref, pour nos récepteurs de l'adénosine, il ne fait pas la différence entre les deux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je bois de la caféine. Je vous montre ma tasse caféine que j'ai ramenée juste exprès pour l'occasion. Je bois ma caféine. Je le digère, ça pénètre les entérocytes, l'intestin grêle, hop, ça rentre dans le sang. Et ces molécules de caféine vont venir se fixer sur mes récepteurs de l'adénosine. Et donc, ma sensation de fatigue, ça me nuit, voire disparaît. Et tant que j'ai la caféine dans le sang, ce phénomène persiste. Et tant que j'ai la caféine fixée là-dessus, mon adénosine est inefficace. Vous commencez à comprendre le truc. On t'a quasiment pas vu Zoé. Ayez ça en tête pour la suite. Deuxième point à avoir en tête. Comme tout dans le corps, lorsqu'on apporte une molécule en grande quantité, par phénomène d'équilibre, d'homéostasie, le corps régule et rend les récepteurs résistants à quelque chose. Si tu lui envoies plein de caféine, pour pas qu'on ait trop d'effet de la caféine, vu qu'il veut l'équilibre, il va réduire l'efficacité des récepteurs. Et donc pour avoir le même effet, on doit envoyer de plus en plus de molécules. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on boit du café de manière chronique, tous les jours, et que finalement, au bout d'un temps, on se dit « mais en fait, je suis en état normal avec ce café, je vais en prendre plus pour être plus alerte ». Et on monte. C'est ce qui se passe. Ça, c'est le phénomène de résistance, qui induit du coup une nécessité de prendre plus de café pour les mêmes effets ressentis. Mais ça, c'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est que comme on augmente la résistance de nos récepteurs qui gèrent aussi l'adénosine, il y a de grandes chances qu'on augmente la résistance à l'adénosine pour gérer le sommeil. Double tranchant. Vous avez compris que tant qu'on a de la caféine dans le sang, le sommeil il est impacté. Et je vais vous donner 2-3 données et vous allez comprendre ce qui se passe maintenant lorsque vous buvez un café à 13h. Alors, avant toute chose, il faut que je vous explique un terme. C'est pas compliqué, vous allez voir. La demi-vie. En physiologie, ça désigne plein de trucs différents. Là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est combien de temps est-ce que la moitié de ce que j'ai dans le sang en caféine va mettre à disparaître? Et tous ces laps de temps, j'ai la moitié de ce qui reste qui va disparaître. De ce qui reste. Pour un individu moyen, la demi-vie de la caféine, c'est 3 à 5 heures, voire 6 pour ceux qui ne sont pas en très bonne santé. Prenons le cas de quelqu'un qui a une demi-vie de 5 heures, pour que vous compreniez bien le phénomène. Je bois une tasse de café à minuit, parce que je bosse de nuit. 5 heures après, ma tasse de caféine fait 100 mg de caféine, une dose moyenne arrondie. 5 heures après, il me reste 50 mg dans le sang. 5 heures après, il me reste 25 mg dans le sang. 5 heures après, 12,5, etc. La demi-vie, c'est l'excrétion de la moitié de ce qui reste, sur des valeurs données. Et là, on commence à avoir des valeurs un peu hérissantes à droite. Mais ça, on en vient juste après. Je reprends depuis le haut du tableau. L'absorption se fait à peu près 20 minutes de la caféine. C'est pour ça que c'est bien de la prendre 20 minutes avant la séance. Et que si vous deviez performer tout de suite, de la prendre tout de suite sur l'instant T, c'est un peu trop tôt. Il faudrait la prendre un peu plus en amont pour être efficace au bout de 20 minutes. Le pic plasmique, dit autrement, le moment durant lequel je vais avoir le taux de caféine le plus haut et stable, c'est entre 15 minutes et 2 heures. C'est selon, pareil, notre capacité à avoir un foie en bonne santé qui traite le truc. En gros, partez du principe que autour d'une grosse heure, vous allez avoir les taux pleins de caféine dans le sang. Ils n'auront pas diminué d'un poil. Maintenant, regardons les demi-vies, sachant tout ça. Individu moyen, 3 à 5 heures. 3 heures si tu as une bonne génétique, avec les récepteurs dont on a parlé, les gènes dont on a parlé, et si tu as un foie en bonne santé. 5 ou 6 heures si jamais tu n'as pas de bol, génétiquement, et ou que tu as un foie qui est en mauvaise santé. L'individu moyen qui boit un café à midi, le soir il reste 50% et à minuit, il reste 50% de 50%. La femme enceinte, comme ses fonctions métaboliques sont ralenties vu qu'elle a accessoirement un autre être humain à gérer, les valeurs augmentent 9 à 11 heures par demi-vie. Une personne âgée, c'est plus de 6 heures. Et ouais, parce qu'en vieillissant, nos fonctions hépatiques réduisent, nos cellules vieillissent, elles sont moins efficaces. Donc elles vont moins vite traiter la caféine dans le sang. Regardons les nouveau-nés. La demi-vie de la caféine pour un nouveau-né, c'est 65 à 130 heures. C'est monstrueux. Donnez du coca à un nouveau-né, il a du café dans toute la semaine dans le sang. Vous, ce qui vous concerne, c'est là. Ou si vous êtes enceinte, je sais pas. Heureuse nouvelle, c'est là. Les personnes âgées, ça part de quel âge? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait dans les papiers? Je crois qu'ils se basent sur la retraite. Donc c'est autour de 65 ans, il me semble, ouais. Ok, on est presque au bout, je sais, on a passé 1 heure pile, j'en ai encore pour 10 minutes. Attends, autrement dit, quand on boit du café le matin, l'après-midi, on a du café constamment. Je vais répondre à ta question avec un cas concret. Partons du principe que je m'appelle Jean-Kévin et que ma demi-vie c'est 5 heures, d'accord, un individu moyen. Et que je suis un gros consommateur de café, pour me démarrer le matin, il me faut mon café, 6h30. Je prends une tasse moyenne de 107 mg. Cette tasse, je la reprends à 10h à la pause café-clope, c'est important quand même, se détendre. À la fin du repas à 12h30, histoire d'être sûr de ne pas manger trop de fer, à 15h,
Et le dernier à 17h en rentrant du taf, parce qu'au moins, je me couche à 23, c'est loin du coucher de sommeil, ça ne va pas impacter la chose. Bien, on pourrait faire le calcul, c'est pas si compliqué que ça, en calculant les demi-vies et l'accumulation de caféine. À 23h, Jean-Kévin a 135 mg de caféine dans le sang, soit plus qu'une tasse complète qu'il aurait prise 20 minutes avant de se coucher. 5 heures après ça, donc à 4h du mat, il aura encore 70 mg dans le sang. Donc il aurait pas eu à 6h30. Exactement, exactement. Maintenant, justement, le point clé de la conférence, le sommeil. On l'aborde en long, en large, en travers depuis tout à l'heure. Bonne nouvelle encore, comme c'est un fléau, l'incapacité à bien dormir, que ça engendre et que ça exacerbe toutes les maladies et les maux du monde, et ben c'est très étudié. Systematic Review, en français une revue systématique, c'est un truc qui étudie toute la littérature faite sur un sujet. Donc c'est un haut niveau de preuve scientifique. Ils ont étudié 24 études qui sont intéressées à l'impact sur le sommeil avec la caféine, et là enfin on a des données concrètes. Merci. Bon, c'est marqué dedans, je l'ai résumé là. Le café moyen de 107 mg, donc une tasse standard, doit être consommé au moins 8,8 heures avant le coucher, quasiment 9 heures, pour limiter les impacts. C'est même pas ne pas avoir d'impact, c'est limiter. Et ça, c'est si t'en prends qu'un. Parce que si t'en as pris avant, il y a un cumul, et donc, par principe de demi-vie, eh bien, arrivé au coucher, on a plus de taux de caféine que dans ce contexte-là. Une dose standard de pré-workout, et je vais répondre à ta question, qui fait en moyenne 200 mg, doit être pris 13h,2 avant le coucher. Les pré-workouts qui ont plus de caféine que ça, c'est quasiment impossible de le prendre même tôt le matin sans que ça impacte ton sommeil le soir. Oui, papa. C'est quoi ce machin caout là? C'est la famille des koalas. Le pré-workout, c'est des produits concentrés énergisants qu'on prend avant l'entraînement, qui ont des principes actifs qui sont là pour te booster et dont le principal c'est la caféine qui est très dosée. Mais ils sont efficaces pour ce qu'on veut, mais par contre ils défoncent le sommeil quoi. Moi j'ai fait le test un coup, j'avais un jeudi très chargé, je me suis levé à 6h pour m'entraîner, je bossais toute la journée jusqu'à 22h. J'ai pris le matin, ma dose de 350 mg, j'ai quand même galéré pour m'endormir. C'est bien de faire des tests sur soi aussi. La performance et la concentration. J'ai l'impression que j'ai sauté des points. Non, on y revient après. En tant que sportif, la question est de mise. Est-ce que c'est intéressant? Et si oui, comment est-ce que je prends la caféine pour augmenter mes performances physiques et ou cognitives? Et là, je vous parlerai d'une deuxième super molécule, et c'est pas une blague, qu'on peut additionner avec le café pour avoir un effet de concentration de dingue. On refait un petit point avant sur comment agit la caféine pour comprendre les impacts sur la performance. Blocage des récepteurs de l'adénosine, donc je ne suis pas fatigué. Augmentation de l'adrénaline, je suis alerte. Mon champ de vision s'élargit, je suis plus réactif à tous les stimuli qui m'arrivent. J'ai plus d'énergie ressentie. Amélioration de la contractibilité musculaire. Et ouais, on améliore la transmission de l'influx nerveux par les catécholamines dont l'adrénaline sécrétée, et donc on est plus efficace au sport. Et donc on a des effets divers autres sur le cerveau qui sont assez complexes, mais qui engendrent cet état d'éveil et de présence d'esprit assez importante. Alors, on observe des effets ergogéniques. Ergogénique, ça veut dire qui augmente la performance sportive à partir de 200 mg de caféine. Donc soit 2 tasses de café, soit un pré-workout standard. La dose moyenne recommandée pour la performance, c'est 3 à 6 mg par kilo de poids de corps. Et là, c'est bien, on a des dosages en fonction de sa masse. Parce qu'une femme d'un petit gabarit de 50 kg ou un monstre de 150 kg ont un facteur 3 sur leur masse corporelle, forcément, on ne va pas doser de la même manière. La consommer 20 à 30 minutes avant la séance permet d'avoir un taux optimal dans le sang lors de la séance. Donc on prend 200 mg au moins, mais pas plus de 400. Et 20-30 minutes avant la séance pour être sûr d'avoir tout assimilé au moment où je dois être efficace. Que ce soit une séance de sport donnée, ou si je veux être efficace, concentré, parce que j'ai une interrogation ou un truc important à faire. Il n'y a pas d'avantage à dépasser 9 mg par kilo, soit des doses qui dépassent 400 mg pour un gabarit moyen, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'au-delà de ça, on augmente vraiment les phénomènes qui sont problématiques, l'anxiété, le stress, etc. Pour la concentration, la prise de caféine, seule peut avoir un effet à double tranchant sur la concentration. Seul. Peut-être que certains d'entre vous qui sont sensibles ont déjà expérimenté qu'avec un peu de café, quand je dis un peu c'est beaucoup, on est un peu fébrile quoi. Et même psychologiquement, on n'arrive pas à se concentrer sur un truc. Le cerveau divague dans tous les sens, on a l'impression d'être dans un cas de TDAH, trouble de l'attention. Ça c'est avéré, hein, c'est concret. Et on verra comment y remédier avec la super molécule. On refait un point du coup sur la caféine avant ça. Les bienfaits, on améliore la concentration, ça c'est conditionnel. On améliore la mémoire, à court terme, et ouais. Comme on a plus d'énergie mentale et qu'on est plus éveillé, on arrive à mettre plus en branle nos ressources cérébrales. La cognition, notre capacité à réfléchir, pour les mêmes raisons. Dans les VAP ou attentifs, on est capable d'avoir une meilleure efficacité sur la cognition. Et l'hyperactivité physique. Encore une fois, c'est une histoire de dosage, hein, plus de 400 mg. Et on commence à arriver sur des troubles qui s'exacerbent et qui prennent le dessus sur les bienfaits, à savoir fuite des minéraux. Alors ça, malheureusement, ça arrive dès la première tasse de café.
état fébrile, trouble du sommeil, proportionnel à la quantité de café qu'on prend, l'irritabilité. Peut-être que certains d'entre vous ont se rendu compte qu'on est un peu plus facilement irritable lorsqu'on a des hautes doses de caféine dans le sang. Et certainement en cause l'adrénaline. Super molécule. Je voulais faire un montage avec une cape et tout, mais je me suis dit non, je vais flinguer l'image, elle est belle. La L-théanine, encore un produit chimique? Non, c'est un acide aminé présent dans le thé. C'est une des raisons pour lesquelles le thé a moins d'effet sur l'organisme que le café. Parce qu'il vient contrebalancer, ou plutôt inhiber certains effets de la caféine. Dans le thé, on en a 20, 30, 40 mg par tasse, mais on observe des effets à partir de 400 mg. C'est pour ça que la supplémentation, quand la molécule est saine, est intéressante par ce phénomène-là. Bon, là, je vous ai mis ça pour vous montrer que c'est bien étudié, hein, c'est super intéressant. Cette étude, ils ont étudié, oui c'est bon, la précision et la concentration lors d'un tir. Non, un tir comme ça en fait, c'était sur du curling. Mais ils ont quand même évalué la précision du tir avec café seul, L-théanine seul, les deux ou sans rien. Ce qui est surligné en bleu, l'utilisation combinée de ces deux éléments s'est avérée plus efficace sur le tir et la performance cognitive que leurs utilisations uniques. Donc ça a été vraiment étudié en cas pratique ça. En d'autres termes, la caféine L-théanine apporte les effets boostants de la caféine et on le verra après, les effets concentrants, ça se dit pas, et relaxants de la L-théanine cumulés apportent un super focus mental. Pour les tâches complexes qui demandent de la réflexion, pour ceux qui sont en études, c'est quelque chose à considérer si on a un examen. Si on refait un tableau avec la L-théanine, ça nous donne ça. La L-théanine, elle est relaxante, sédative, elle nous détend, elle fait baisser le taux de cortisol qui est une hormone du stress, elle réduit le contexte de dépression. Ça aussi, c'est étudié. C'est pour ça que dans le thé, avec ce truc, on est moins agité, quoi. Mais pris avec la caféine, du coup, on a quand même les effets de la concentration, de la mémoire, de la cognition et de l'hyperactivité qui sont là. On réduit vraiment l'état fébrile et l'irritabilité. Par contre, ça ne résout en rien la fuite des minéraux et ça ne limite pas les troubles du sommeil. Mais au moins, on a deux des méfaits qui sont limités. Donc c'est vraiment super intéressant. Pareil, L-théanine, des marques européennes vous proposent, en plus des prix, elle n'est pas dure à produire, la L-théanine, elle est super bien cette molécule, elle est pas chère et très efficace. On est presque au bout. Avant-dernière slide, on a 10 minutes. Si on résume point par point, parce que là j'ai donné beaucoup de données, hein. Je comprends, c'est pas évident, je suis allé sur un certain détail, mais on va recontextualiser tout ça et donner des indications concrètes et générales. Sur l'aspect de la santé, vous avez vu que les données sont polarisées, il y a de tout et rien. Il semblerait malgré tout qu'une consommation modérée, donc inférieure à 400 mg sur une journée, et ce non quotidienne, sur le long terme, ne pose pas de problème de santé. Et j'insiste sur le non quotidienne. En général, la recommandation, c'est 6 tasses de café par semaine, excusez-moi. J'ai raconté tout ça et en fait, buvez du café. Je suis en partenariat avec les mecs qui sont là, en fait. N'importe quoi. 6 tasses par semaine. Et ouais, parce que le problème d'une consommation chronique, Chantal, c'est qu'on va impacter le sommeil et le sommeil est un facteur conséquent sur la santé de manière générale. Un organisme fatigué, c'est une situation de stress pour l'organisme, donc toutes les hormones du stress sont exacerbées. C'est des inflammations accrues, c'est une capacité psychologique et de réparer ces tissus qui est un peu amoindrie. C'est plein de soucis comme ça. Si on exclut le sommeil et qu'on regarde juste les autres aspects, consommation modérée quotidienne, ça va. Mais on ne peut pas exclure le sommeil de la santé, c'est pas possible. Si on n'isole que le sommeil, vous avez compris, on a nos 3 gènes qui varient grandement notre capacité à être à assimiler, merci Malika, et à être sensible à la caféine. Mais une consommation dès qu'elle est quotidienne, vous avez vu, par phénomène de demi-vie, impactera le sommeil le soir. Et on rentre dans un cercle vicieux qu'on connaît tous. Où on connaît tous quelqu'un. Agathe, si tu regardes la vidéo. Incapable de me lever sans mon café le matin, moi je suis... c'est pas possible quoi. Et puis je fais café matin, midi, voilà, tac, pause, puis le soir. Mais non, mais je dors bien, hein, franchement ça me fait rien, moi je dors bien. Agathe, si tu me regardes. Qu'est-ce qui se passe? Jour 1, j'ai pris la caféine, ça m'a boosté. La première nuit, j'ai moins bien dormi, mais... Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'est pour ça que j'ai mis l'étude, ça me revient. Excusez-moi, je refais une parenthèse. Dans l'étude, ils ont étudié la capacité de l'humain à auto-évaluer la qualité du sommeil. Et on est nul. On est extrêmement nul. On est à peu près bon pour estimer la vitesse d'endormissement. Ça, on se rend compte. Par contre, on ne se rend pas compte de combien de fois on se réveille dans la nuit et d'à quel point notre sommeil était profond ou non. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, dans l'étude, ils ont tout analysé, les phases et les cycles de sommeil profond, paradoxal, léger, les phases d'éveil et le temps d'endormissement. Le temps d'endormissement avait été augmenté d'environ 9 minutes pour tout le monde. Le temps passé durant les cycles de sommeil profond a grandement diminué au profit du sommeil léger et on a augmenté l'agitation et le nombre de réveils. Donc, je reprends mon histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis plus de temps à s'endormir. Bon, peut-être pas trop, mais surtout, son sommeil était beaucoup moins qualitatif. Elle se réveille le matin, fatiguée.
Quand je suis fatigué, je fais quoi? Petit café, petit café. Petit café, je sens bien la différence, ça va bien quoi. Café, le soir, je dors moins bien. Le matin, je me réveille, petit café. Vous avez compris le principe. On arrive au bout d'un moment, on est tellement fatigué que oui, on s'endort vite, mais la qualité du sommeil reste dégradée grandement. C'est un cercle vicieux. Il y a ce phénomène d'accoutumance qu'on connaît tous chez les gens lorsqu'ils arrêtent le café. Comme pour toute molécule qui génère de la dopamine, l'hormone du plaisir, parce qu'on se sent bien, on se sent actif, le cerveau se dit « Ah, faut en prendre de ça », et ben on a une chute de ce truc, donc on se sent un peu mou, dépressif, pas bien, etc. Moins d'énergie et surtout crevé. Pourquoi? Parce qu'on revient à un état normal de réception des signaux de la fatigue. Et donc c'est qu'il est grand temps d'arrêter la caféine durant un temps donné et de se reposer. Mes recommandations maintenant. J'ai passé ma conférence à faire mon Jamie Gourmande, c'est pas sorcier, je suis un passeur d'informations, mais j'ai quand même 2-3 trucs à dire me concernant. Ce que je recommande du coup à moi, à mes clients, pour les consommateurs de café conséquents, première étape, se déshabituer de la chose. 0 café pendant 2 semaines. Ouais. Avec cette durée-là, on est à peu près sûr qu'on a des récepteurs de l'adénosine qui sont revenus à la norme sur leur capacité à utiliser et à faire fonctionner les signaux dus à l'adénosine. Et on a pu dormir. On a pu dormir, bon sang. Même si les premières nuits ne sont pas significatives, parce qu'on a un état qui est moins agréable, comme je vous l'ai dit, baisse de la dopamine, et bien sur long terme, on a quand même un sommeil qui va s'améliorer. Une fois que c'est fait, je peux utiliser du coup la caféine, excusez-moi, lorsque j'en ai besoin. Que j'ai par exemple besoin de faire un effort intense physique, ou alors que je sais que je dois me concentrer sur un truc très important, et ou long. En faisant ça, je récupère bien, je dors bien, donc je suis en temps normal au top de ma forme. Alors c'est multifactoriel évidemment, mais on parle juste de la caféine. Et en faisant ça, j'améliore ma capacité à être réceptif à la caféine. Autrement dit, lorsque j'en reprends, et ben là, ça refait à peu près le même effet qu'à la première fois que j'en ai pris. On est gagnant sur les 2 tableaux. Source, alors il y a 2 pages. Je peux envoyer le diapo à qui veut me le demander, il n'y a pas de souci par mail. Je cite évidemment Signature Formation, qui est la boîte qui m'a formé en nutrition, avec laquelle je passe une 2e formation sur les compléments alimentaires en ce moment. Sylvain Druguet, qui est mon mentor, qui est un génie en nutrition, en physiologie de l'exercice et en anatomie. Et Vincent Foulonneau, qui est un ancien chercheur et qui est enseignant en master en nutrition, qui m'a expliqué pas mal de choses et qui a relu ma conférence avant que je la fasse. Comme les scientifiques, je fais relire par les pairs. Donc vous avez ici les études concernant, j'arrive même pas à me lire, la procréation, l'impact sur les dents, la L-théanine et en vrac le reste parce que j'ai pas pris le temps de tout classer. Fin, ouf, 1 quart d'heure. Petit café, on y retourne. Bon, 1 quart d'heure de retard, on est pas mal. Si certains doivent y aller, il n'y a pas de souci, je le prends pas mal, ils m'ont prévenu aussi. Il y a 48 heures le café. Ouais. Donc, j'arrête cette nuit, parce que moi je dors énormément et je suis toujours fatigué. Et cette nuit, j'ai toujours dormi énormément et j'étais mieux. Mais bon, pas de la pub Et pour quand mon tu fils. dis arrêter Ouais, le c'est ce que café, j'allais dire. arrêter le C'est ce que j'allais dire. par exemple. Alors, comme on l'a vu, le thé a moins d'impact de par la plus faible quantité de caféine et la présence de L-théanine. Mais malgré tout, si tu es un gros consommateur des 2, si tu veux faire une période de sevrage pour revenir à des taux physiologiques normaux, c'est bien de tout arrêter, toutes les sources. Même le chocolat. Alors, on va reparler du chocolat, c'est intéressant. Dans le chocolat, on a un acide gras, l'acide gras stéarique, qui est excellent à la santé, à condition qu'on n'en prenne pas plus de 30 grammes par jour de chocolat noir. Donc, moi, je le mets dans tous mes clients en ont tous, dans leur menu. Mais du coup, si j'ai des gens qui ont du mal à dormir, je vais me mettre de plus en plus à l'éloigner du coucher, quoi. Alors, encore une fois, ce qu'on a vu, c'était pour 100 grammes, 66 grammes. Si on prend 3 carreaux, ce qu'il faut prendre, et pas aller au-delà, de par la présence de purine, eh bien, on a 1/3 de 60 grammes, donc on a 20 grammes. Bon, 20 mg, excusez-moi, 20 grammes. On est mort. 20 mg, même si on prend ça en début de journée, arrivé le soir, on a peut-être 5 mg dans le sang, ça va. Et pour répondre à ta question, Chantal, l'idéal quand on veut se sevrer de n'importe quoi, n'importe quelle drogue, ou n'importe quel truc, c'est l'arrêt total qui est le plus efficace, d'un point de vue physiologique, pour retrouver des fonctionnements optimaux. Ouais. Je conseille de mettre à boire à la Faites le test d'arrêter 2 semaines et juste vous reverrez l'état dans lequel vous serez quand vous reprendrez le premier café. Alors bien sûr, à tout ça, j'apporte de la nuance parce que vous avez vu qu'on est tous différents. Avec ces 3 gènes qui sont plus ou moins exprimés, qui induisent de la réceptibilité ou pas à la caféine. Dis-moi Isabelle. Sur un détail sur la question de la proximité de boire un café Avec le sommeil. avec les repas. Ah, avec les repas, ouais. Parce que généralement, on en prend après un repas, à la suite. Oui, je t'écoute. Je cherche juste la slide, voilà, là. Ouais, dis-moi. Alors, est-ce que si on mange du repas, l'impact est... Si c'est le boisson est consommé entre les repas, donc pour le faire non héminique, c'est 20% d'absorption en moins. Pour le faire qui vient des plantes.
Et Pas- t'as lié quelle distance une demi-heure ou 2 heures? Je crois que là, c'était pris à égale distance de 2 repas, donc c'est plusieurs heures. Hein, ouais. Parce que la digestion totale de nos aliments est très longue, c'est des heures entières. Hein. Voilà. En principe, si on prend du café ou du thé, estomac vide, et qu'on attend d'avoir assimilé toute la caféine, donc on attend au moins une demi-heure avant de manger, logiquement, ça devrait bien se passer. Donc dit autrement, je suppose que le matin, à jeun, si on boit la caféine et qu'on attend 30 minutes avant de manger, ça devrait bien se passer en termes d'absorption de fer, je pense. Y a-t-il d'autres questions? Malika et après Julien. Tu as parlé de vasoconstriction tout Ouais. à l'heure. Je pensais plutôt que ça avait des effets vasodilatateurs parce qu'on aime bien le prendre quand on a des migraines. Ouais, mais justement, c'est la vasoconstriction qui fait du bien à la tête, paradoxalement. Ah, ok. Et ça, on peut en parler. C'est un des effets qu'on a quand on arrête le café, on a mal à la tête, parce qu'on a les vaisseaux sanguins qui se redilatent au niveau de la tête, et ça, quand on n'y est plus habitué, ça fait mal. Il faut que le corps s'y On réhabitue. dit que le café c'est bon justement quand on a des migraines. Ouais, mais exactement. Ah oui. Exactement. Il y a beaucoup de médicaments avec la café. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est avéré, ça marche bien, ouais. Ma belle maman elle consomme du café pour le mal de tête, par exemple. On vasoconstrit, on limite on réduit la pression, du coup. Elle dort plus, mais elle a plus de Faire des choix. Julien. Ouais, c'était sur la prise du café le matin. Ouais. Et on dit souvent qu'à peu près 2 heures après le réveil, par rapport à un taux de... Alors, taux de testo, taux de cortisol. Le matin, Ouais, quand on c'est se réveille, on laisse cortisol. réveiller. Ouais. Oui, lorsqu'on se réveille. Alors, en principe, le matin, on a plus de testo, mais alors, c'est pas la peine de se jeter sur l'essence le matin. Les valeurs bougent à peine et c'est physiologique, donc ça change pas grand-chose à la prise de masse musculaire. Mais oui, le matin, on a des hormones du réveil qui sont en place, qui sont là pour libérer les ressources, dont le cortisol. Et donc, par ce biais-là, c'est cohérent, en effet. Parce que vu que ça, la caféine, ça augmente le taux de cortisol, si tu en as déjà beaucoup dans le sang, bah, par ce fait-là, on peut partir du principe qu'on va limiter Ça fait le surplus, quoi. Apparemment plus qu'autre chose, d'en boire dès le réveil. Alors après, pour la fatigue, il faut voir les arguments. Ouais. Faut voir les arguments. Petite question. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Malika. Messieurs, dames, je vous remercie. Je vous libère. Mais non, mais